La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Un Club des territoires largement consacré bien sûr à l'analyse de l'interview de Gérard Larcher. Dans 20 minutes, nous regarderons ensemble notre reportage en région. Cette semaine, vous le savez, nous sommes dans Lyon pour parler environnement, écologie à l'heure de la COP25. Nous irons à Sens pour voir comment les collectivités locales luttent contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais d'abord, nous allons revenir sur cette interview de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était notre invité pendant une demi-heure. On va analyser tout ça. On va d'abord l'écouter, Gérard Larcher. Il est revenu sur la réforme des retraites et les annonces d'Édouard Philippe. On l'écoute. Est-ce qu'on peut dire que la réforme est juste aujourd'hui ? J'allais vous répondre, je n'en sais rien. Je pense qu'elle est viciée au départ par le fait qu'on ne s'est pas dit la vérité sur la question de l'âge légal. Et sur son financement, est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui ? Pas totalement, puisque comment on finance, si ce n'est par le budget, par exemple, les enseignants, comment on finance ce qui est un élément de justice, les 1 000 € minimum, on n'y voit pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que les retours à l'équilibre qui étaient programmés pour 2025 se sont éloignés. Il va falloir maintenant le calculer exactement. Ce sera tout l'intérêt du débat. C'est l'intérêt du débat avec le Parlement. Et pour ma part, je continuerai à rencontrer les partenaires sociaux. J'ai rencontré la CFDT la semaine dernière, la CFTC cette semaine. Et jusqu'au mois de janvier, je rencontrerai l'ensemble des partenaires sociaux. C'est vous qui allez tenter de trouver une sortie de crise ? Non. En tous les cas, je vais essayer d'éclairer aussi le Sénat. Juste sur cette question de l'âge d'équilibre, qu'on soit clair, pour vous, il n'aurait pas fallu le maintenir dans la réforme annoncée hier ? Attendez, il y a un âge légal de départ à la retraite. Il faut affronter ce sujet. Et on a fait croire au nom de l'engagement du président de la République qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Mais le malus, c'est terrible. C'est une diminution du pouvoir d'achat demain des retraités et de leurs revenus. Ça, c'est un sujet d'injustice. La justice, c'est de dire la vérité aux gens. Donc il aurait mieux fallu reporter clairement l'âge de départ plutôt que de mettre un âge d'équilibre avec un malus, c'est ça ? Bien sûr. Mais à quel étiage ? 64, 65 ? Écoutez, nous avions une addition, parce que n'oublions pas que c'est nos familles politiques de la droite et du centre qui ont fait les réformes des retraites, auxquelles s'est ajoutée la réforme Touraine, qui prévoyait, sans changer l'âge légal, en fait un glissement. Mais c'était déjà là une forme d'hypocrisie. La réalité à regarder en face, c'est l'âge de départ. Voilà pour cette interview de Gérard Larcher. Bonjour, merci d'être avec nous, Caroline Vigoureux, Thierry Dupont. On va revenir bien sûr longuement sur cette interview. Il a réagi à la réforme des retraites, aux annonces d'Édouard Philippe. Il ne l'avait pas fait encore, le président du Sénat. Et il a dit en quelque sorte qu'Édouard Philippe payait ses mensonges, son manque de clarté sur cette réforme, Caroline Vigoureux. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Gérard Larcher dénonce plus la méthode que le fond. Il parle notamment, je crois, de réformes viciées parce qu'effectivement, le Premier ministre n'aurait pas dit la vérité dès le début. Finalement, ce qu'il reproche au gouvernement, c'est son attitude vis-à-vis des syndicats, peut-être parfois son mépris ou son indifférence à leur égard. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est la réaction de la droite qui est quand même pour la réforme, en tout cas pour son principe, pour celui de la suppression des régimes spéciaux, mais qui dénonce la méthode. Donc c'est un discours un peu subtil, à voir s'il sera audible par l'ensemble des Français. Thierry Dupont. En clair, la droite, elle voudrait aller plus loin. Elle voudrait qu'on recule l'âge légal de départ à la retraite. Elle voudrait le faire passer à 64 ans, voire 65 ans, selon les personnalités. Gérard Larcher, il est totalement sur cette ligne-là. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, il a des entretiens avec, par exemple, Laurent Berger, le patron de la CFDT, et qu'il ne cache pas ce qu'il veut. Et qu'à partir de là, le dialogue peut être franc et direct. Et ce qu'il dit en creux, c'est qu'en fait, le gouvernement, lui, n'a pas dit la vérité, par exemple, à Laurent Berger, et que Gérard Larcher vante toujours sa méthode, les discussions en bilatéral. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses interlocuteurs, il faut traiter ses interlocuteurs correctement.
il faut avoir un goût pour le dialogue avec les corps intermédiaires, ce qu'a n'a pas fait le gouvernement visiblement ces derniers mois. Encore une fois, il se présente en chantre du dialogue social, Gérard Larcher, ce matin. Lui, il va recevoir les syndicats, lui, il leur parle franchement. Oui, c'est pourtant ce qu'a essayé de faire Édouard Philippe en les recevant, mais le gouvernement avait pris le contre-pied en disant on va volontairement laisser des flous pour dire qu'en fait, il y a encore beaucoup de leviers d'action et beaucoup de choses sur la table à négocier. Finalement, ça s'est retourné contre le gouvernement, puisque les syndicats ont dit, puisque vous nous dites pas les choses, finalement, on est pris au dépourvu, et finalement, ils se retrouvent avec un front syndical unanimement contre. Et c'est vrai que Gérard Larcher a une habitude de dialogue avec les syndicats, et c'est quelque chose qu'il reproche au gouvernement depuis le début du quinquennat, comme il reproche au gouvernement son manque de considération pour les élus locaux, son manque de dialogue tout court avec les corps intermédiaires. Alors quand Gérard Larcher nous dit qu'il aurait fallu être plus clair, il aurait fallu dire qu'on repoussait cet âge légal de départ à la retraite. Est-ce que vous pensez que ça peut être audible aujourd'hui dans l'opinion et auprès des syndicats ? Alors auprès des syndicats, sans doute pas, mais auprès de l'électorat de droite, oui, sans doute. Et il faut pas oublier qu'une partie de l'électorat de droite est passée dans le camp du gouvernement, et que donc je pense que la stratégie de la droite, en tout cas celle de Gérard Larcher, c'est de dire vous voulez faire une réforme, chiche, faisons une vraie réforme. Ce que vous proposez là ne sera pas efficace. D'abord, c'est trop loin, c'est trop décalé dans le temps, ça va coûter de l'argent. Gérard Larcher a beaucoup insisté là-dessus parce qu'on ne sait pas très bien comment vont être financés tous les aménagements qui sont proposés par le gouvernement. Donc voilà, une vraie réforme, ok. Allons-y. Un mot sur ce qu'il a dit, Caroline Vigoureux. Il a dit qu'il y aurait un débat au Parlement la première semaine de janvier, que ça a été acté hier en conférence des présidents. Oui, ça sera intéressant à suivre parce que il y a, à droite, il y a les Républicains du Sénat et les Républicains de l'Assemblée. Sur tous les textes, quasiment, ils ont quand même des lignes assez différentes. Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les Républicains à l'Assemblée sont sur une ligne peut-être plus dure, en tout cas moins consensuelle, que les Républicains du Sénat. Et tout l'enjeu maintenant, après l'étape du Conseil des ministres, sera le débat au Parlement, après celui de janvier, le réel débat parlementaire en février. Ça sera intéressant de voir comment les droites respectives, Assemblée et Sénat, se positionnent par rapport à ce texte. Et justement, cette ambiguïté dont parle Caroline, vous en parlez cette semaine, Thierry, dans l'Express. L'opposition cherche ces lignes, et vous montrez bien que les Républicains, ils ont eu du mal à se mettre d'accord sur une ligne commune sur ce projet de loi. Ils ont fait des pas les uns vers les autres. En tout cas, ils essayent. Oui, parce qu'il y a plusieurs lignes chez les Républicains. Il y a la ligne traditionnelle, je dirais, libérale, incarnée par Bruno Retailleau au Sénat, mais également par Éric Woerth à l'Assemblée. Et puis, vous avez une nouvelle génération d'élus, souvent des quadras, qui sont plutôt élus de circonscriptions ou de territoires plus populaires, et qui, eux, développent une philosophie, et notamment une philosophie économique et sociale, plus interventionniste, plus en direction des classes moyennes. Et ça, c'est plutôt incarné soit par quelqu'un comme Guillaume Pelletier, soit par des gens comme Aurélien Pradié, qui est une des valeurs montantes du parti. Et on voit bien qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Par exemple, sur l'âge de départ en retraite, il y en a ce qu'on appelle les mesures paramétriques en jargon, ils n'étaient pas très favorables, disons, les plus sensibles à la droite sociale, pour faire court, n'étaient pas très allantes sur ce domaine-là, alors que les libéraux, et même Gérard Larcher, disent il faut y aller, il faut faire une mesure d'âge. Donc, ils ont du mal à se mettre d'accord. Ils essayent de travailler faire converger leurs idées. Ils y sont plutôt parvenus récemment. Alors, sur la question des mobilisations, des blocages, on a demandé à Gérard Larcher ce qu'il pensait de la proposition de loi de Bruno Retailleau, et il est resté sur sa ligne, toujours une fin de non-recevoir. Il parle de pulsion, il ne faut pas faire des lois sous la pulsion. Oui, alors que Bruno Retailleau est donc chef du groupe LR au Sénat, lui, il assure qu'il est quand même majoritairement suivi dans sa proposition de loi. On verra, je crois qu'elle est encore soumise à co-signature. C'est vrai que c'est une proposition très clivante en elle-même de réquisitionner, d'offrir la possibilité aux entreprises de réquisitionner le personnel gréviste. En même temps, c'est la signature de Bruno Retailleau qui est lui sur une ligne plus dure que celle de Gérard Larcher. Finalement, peut-être que leur décalage sur cette proposition de loi illustre aussi leur décalage sur les questions sociales, où Bruno Retailleau campe sur une ligne, oui, beaucoup plus ferme, quand Gérard Larcher est un adepte du dialogue, avec plus de rondeur et de souplesse. Est-ce qu'ils s'éloignent de plus en plus, Bruno Retailleau et Gérard Larcher ?
Non, mais ils ont des stratégies personnelles différentes qui tiennent à leur positionnement respectif. Il y en a un qui est le président du Sénat et qui compte bien le rester, ça, on a bien compris. Et puis Bruno Retailleau qui, lui, incarne une sensibilité de la droite et qui le dit régulièrement. Si ces idées ne sont pas défendues lors de la prochaine présidentielle, il réfléchira à se présenter lui-même. Alors, en revanche, quand on lui a demandé comment étaient les relations entre le Sénat et l'exécutif, eh bien là, il a eu l'air de dire qu'il n'y avait pas de friture sur la ligne. Ça se passe bien. Oui, alors que ça a été quand même assez heurté depuis le début du quinquennat. Et pour preuve, la révision constitutionnelle qui est toujours au point mort. On ne sait même pas bien où ça en est. Le gouvernement avait mis la responsabilité sur le Sénat met la responsabilité sur le gouvernement. Et personnellement, Emmanuel Macron et Gérard Larcher s'entendent bien, ont toujours eu des rapports assez cordiaux. Quand Emmanuel Macron avait été élu, l'un des premiers qu'il avait été voir, c'était Gérard Larcher. C'était un geste qui était très apprécié. Mais depuis le peu de cas d'Emmanuel Macron pour les élus locaux, pour les corps intermédiaires, à braquer Gérard Larcher, leurs relations sont quand même plus distendues qu'auparavant. Ça se passe pas si bien que ça, en fait, Thierry Dupont. Non, ça se passe pas si bien que ça. Et puis, au gouvernement, on soupçonne Gérard Larcher d'avoir un agenda politique, de vouloir, pourquoi pas, être un recours en 2022 si le pays était au bord de l'explosion. Donc voilà. Donc il y a des des tensions. Elles se sont illustrées récemment avec l'altercation entre Jean-Pierre Sueur et Patrick Sroda par voie de presse interposée. Voilà, bon, après, il ne faut pas les surestimer. Ils arrivent quand même à s'entendre quand il le faut. La preuve, c'est l'accord qui a finalement été trouvé sur le projet de loi engagement et proximité, puisque finalement, il y a eu une commission mixte paritaire qui a été conclusive. Ce n'était pas gagné d'avance. Et visiblement, donc, on a trouvé, entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, on a trouvé des terrains d'entente. Sur les Républicains, là aussi, Gérard Larcher dit que ça se passe bien et même qu'ils s'y sont mieux depuis que Christian Jacob a pris la tête du parti. Je pense que pour Gérard Larcher, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, depuis que Christian Jacob a pris la tête du parti qu'avec Laurent Wauquiez, où les lignes étaient quand même radicalement différentes. Là, Christian Jacob, Gérard Larcher, ils se connaissent bien, ils s'apprécient, ils sont sur des lignes avec des nuances, mais plus proches qu'ils ne l'étaient de Laurent Wauquiez, où finalement, il était là parce qu'il était loyal à sa famille politique, mais il ne se retrouvait en rien dans la ligne défendue par Laurent Wauquiez. Oui. Et c'est l'opinion, je crois, qui avait parlé de dévauquiérisation du parti. Tout à fait. Dans cet article. Donc forcément, nouvelle ligne, ça convient à Gérard Larcher. Oui, c'était d'abord Christian Jacob et Gérard Larcher, c'est un peu le même creuset du chiracisme. Il y a quand même une patte sociale affirmée, un ancrage dans les territoires, et puis beaucoup moins de différences, notamment sur les sujets régaliens, où on sentait bien que Laurent Wauquiez, lui, voulait toujours pousser davantage sur ces thématiques-là, thématiques régaliennes, thématiques de l'identité, ce qui n'est pas du tout ce que Gérard Larcher aime comme thématique. Et voilà pour cette analyse de l'interview de Gérard Larcher. On va se rendre dans une rédaction locale, c'est le principe de cette émission. On va aller aujourd'hui à Marseille, retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guillaume Ricavi, vous êtes le directeur des rédactions de la Provence. Édouard Philippe qui a présenté hier les grands principes de la réforme des retraites et les syndicats, ils sont vent debout. Et les syndicats sont vent debout, effectivement, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône aussi, effectivement, très remontés contre les mesures annoncées par le Premier ministre. C'est ce qu'on explique, dans le journal ce matin, avec, effectivement, on l'a bien vu et vous en parliez sur votre antenne, l'entrée dans le jeu de la contestation de la CFDT, qui avait été silencieuse depuis la première mobilisation du 5 décembre et qui compte bien faire entendre sa voix. Une mobilisation qui, dans les Bouches-du-Rhône, même si, lors de la manifestation de mardi, les rangs étaient un petit peu plus clairsemés, ne diminue pas, notamment dans la pétrochimie. Ce matin, des sites de production pétrochimique de l'étang de Berre, à côté de Marseille, sont toujours en grève. Et après la partie expédition de ces sites, c'est la partie production qui va être à l'arrêt aujourd'hui, faisant craindre bien évidemment une crainte de pénurie d'essence à Marseille et dans la région de façon plus globale. C'est en tout cas la menace qui va peser jusqu'à la prochaine mobilisation dans la rue, le 17.
rendez-vous est déjà donné à Marseille sur la Canebière pour une grande mobilisation très large, puisque, on se le disait, tous les syndicats, à l'exception du MEDEF, sont maintenant opposés aux mesures annoncées par le gouvernement. Voilà, et c'est donc à lire dans La Provence. Autre sujet à lire aujourd'hui dans votre journal, Guillaume, ça parle de déchets, de tri. Et on apprend que la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est à la traîne, selon les derniers chiffres présentés hier, et que seuls les habitants des Hautes-Alpes sont des bons élèves. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, Oriane. Si on regarde les chiffres présentés par Citeo, qui est un organisme spécialisé dans la collecte des déchets, eh bien, dans la région PACA, les habitants, par habitant, en tout cas, on collecte chaque année un petit peu plus de 50 kilos de déchets. On trie, un peu plus de 50 kilos de déchets. Alors, vous allez me dire, c'est plutôt pas mal, 50 kilos de déchets. Mais si on regarde avec la moyenne nationale, on est un petit peu loin, puisqu'on est à 70 kilos de déchets traités par an et par habitant. Si on regarde plus dans le détail la structuration de cette collecte de déchets dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien on se rend compte que les Alpes de Haute-Provence sont plutôt bon élève avec 58 kilos de déchets traités. Les Hautes-Alpes, la région de Gap notamment, avec plus de 88 kilos de déchets traités, c'est plutôt pas mal. Et puis mauvais élèves, très mauvais élèves, les Bouches-du-Rhône, 35 kilos de déchets traités par an. Je vous le disais, c'est un petit peu moins de la moitié de la moyenne nationale en matière de déchets. Donc il y a beaucoup de progrès à faire en la matière. Notamment, ça passe par de la pédagogie, ça on s'en doute. Et puis Citeo nous explique qu'il y a aussi nécessité de moderniser les méthodes de collecte, de les moderniser, puis également de les simplifier pour rendre ce geste évident à tous les habitants des Bouches-du-Rhône et notamment de Marseille. Voilà, carton rouge pour les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Guillaume Ricavi d'avoir été avec nous. On va revoir votre une avec cette photo d'Édouard Philippe. Réforme des retraites, ce qui respire, ce qui enrage. Merci Guillaume, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et c'est maintenant l'heure de notre reportage en région. On va à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, vous le savez, nous sommes dans Lyon pour parler écologie, environnement à l'heure de la COP25. L'un des principaux enjeux de cette COP, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous allez le voir, les collectivités, elles mettent en place des solutions pour diminuer ces émissions. Illustration à Sciences, dans Lyon, où se sont rendus Quentin Calmet et Romane Boudier. Depuis la COP21, on le voit, les citoyens demandent de plus en plus des actions concrètes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les collectivités locales, que ce soit la région, le département ou les communes, elles sont en première ligne dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. On va en parler avec les élus locaux de la communauté d'agglomération de Sens. Bonjour Charles Moreau. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents de la communauté d'agglo de Sens. Exactement. On est où ici ? Nous sommes sur le site de la chaufferie. On va voir ? On va voir. C'est parti. Cette usine, elle existe depuis 50 ans. Qu'est-ce qui a évolué depuis 2012 ? En fait, on a pris la décision en 2012 de maintenir et de développer notre taux d'énergie renouvelable. Donc on a fait effectivement appel à la mise en place d'une chaufferie bois. Cette chaufferie bois permet d'utiliser des plaquettes qui sont prises dans les 100 km autour de la ville de Sens et qui maintiennent notre taux d'énergie renouvelable. Parce qu'en plus, c'est un département qui produit beaucoup de bois. Effectivement, on parle beaucoup des forêts du Morvan que vous avez visitées dernièrement. Et effectivement, ça nous permet aussi de récupérer cette énergie-là. Oui. On va voir le réseau ? On va voir. Cette chaufferie, elle doit alimenter à terme 6200 logements à Sens. C'est là l'une des actions concrètes en faveur de la transition énergétique. Mais alors, est-ce qu'il y a une ambition forte en matière de politique environnementale pour les élus locaux ? On va aller poser la question à la maire de Sens. Bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Louise Faure, vous êtes la présidente de l'agglomération du Grand Sénonais, vous êtes la maire de Sens. On a vu les collectivités locales qui sont de plus en plus en première ligne depuis la COP21 dans la lutte pour le développement durable. Vous diriez qu'il y a eu une prise de conscience forte ici aussi à Sens ? Je pense que chacun a pris conscience au niveau national, international, et ils sont sensibles, enfin les concitoyens sont sensibles à tout ce que nous pouvons faire à notre niveau de compétences en direction de cette sauvegarde, peut-être pas du climat, mais de cette écologie de vie quotidienne. Nous veillons à faire en sorte que toutes nos décisions soient cohérentes, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas suivre les modes particulièrement.
Voilà, les appels sont de plus en plus nationaux, donc du coup c'est... Ouais, mais bon, ceux qui cherchent des initiatives locales et qui ne les trouvent pas, forcément, on doit se faire le relais de ça. Exactement. Bonjour Mathieu Butoun. Bonjour. Donc vous êtes un des militants qui est à l'origine des marches pour le climat ici à Sens. On a rencontré les élus locaux qui nous disent qu'ils ont une action concrète en faveur du climat. Est-ce que selon vous, cette action, elle est à la hauteur aujourd'hui ? Je pense clairement non. On a fait pas mal d'ateliers sur tous les sujets, l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité, la mobilité, les mobilités douces, les alternatives à la voiture, etc. Sur tous ces sujets-là, je pense que c'est très en deçà de ce qu'il faut faire. En fait, c'est assez simple, hein. Je pense, comme dans tout en politique, il y a des choses qu'on a envie de faire et puis il y a des priorités et on met l'argent quelque part. À Sens, clairement, c'est la 5e roue du carrosse. Il suffit d'analyser les budgets pour le voir, hein. On le voit, il y a une attente forte des citoyens en matière d'écologie. Les élus assurent avoir entendu le message, mais rappellent aussi que ces politiques vertes demandent davantage de moyens, ainsi que plus d'expertise dans les territoires. Voilà pour ces reportages dans Lyon de Quentin Calmet, Romane Boudier. Vous avez pu les voir toute la semaine. Quentin sera avec nous demain pour les débriefer. On va passer à la revue de presse, ce qu'il y a dans vos quotidiens régionaux aujourd'hui. Rebonjour Steve. Rebonjour. Et à la une de la presse ce matin, évidemment, les annonces d'Édouard Philippe. C'est un véritable Big Bang selon l'Est éclair. Fin des régimes spéciaux, âge d'équilibre à 64 ans. Entrée dans le nouveau système à partir de la génération née en 1975. Le quotidien Au Bois revient sur le projet de l'exécutif. Un projet, on le sait, rejeté à l'unanimité par les syndicats, Oriane. La une de la presse de la Manche. Elle revient aussi sur les annonces. La presse de la Manche qui n'hésite pas à faire ce jeu de mots. Le gouvernement qui ne bat pas en retraite. Malgré la mobilisation sociale, malgré le soutien des Français à cette mobilisation, l'exécutif ne recule pas. On notera là encore cette photo d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui semble pointer quelqu'un ou quelque chose du doigt. La presse de la Manche qui insiste aussi sur la réaction de la CFDT aux annonces et l'appel à la mobilisation lancé par Laurent Berger la semaine prochaine. À la une de l'Union, le front du refus. Oui, alors à la une de l'Union, ce front du refus, c'est l'Union qui revient sur la colère de la CFDT et qui prévoit un durcissement de la contestation dans les jours qui viennent. Ici, on trouve une photo d'Édouard Philippe, le visage plutôt fermé, le regard vers l'horizon. On y devine un Premier ministre bien déterminé à affronter justement ce front du refus, Oriane. Et puis, on va terminer avec la République des Pyrénées, la décision d'Emmanuel Macron cette nuit qui a rendu cette une caduque. Ouais, je vais vous parler des coulisses de la non-venue d'Emmanuel Macron à Pau. Le président devait se rendre dans la ville lundi et mardi. Il devait y rencontrer les dirigeants des 5 pays du Sahel, le fameux G5 Sahel. Mais l'information est tombée dans la nuit. Ce rendez-vous n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite. En raison de l'attaque djihadiste de mardi au Niger, Emmanuel Macron a décidé de reporter le sommet. Il devrait avoir lieu au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Steve. On va regarder vos unes. La une de l'Opinion, Caroline, retraite. Philippe engage l'épreuve de force. Oui, avec un Premier ministre déguisé en Père Noël sur le dessin de notre dessinateur CAC. Et l'idée, c'était de raconter comment il a à la fois braqué les oppositions et les syndicats en déterminant un âge pivot de 64 ans, alors même que Matignon avait voulu faire des cadeaux, justement, d'où le Père Noël. On va lire ce qu'il dit quand même sur ce dessin. Ah ben zut, j'ai tout distribué, c'est ballot. Voilà. Voilà. Chouette dessin à la une de l'Opinion. Les retraites, c'est aussi à la une de l'Express. Retraite, les dessous de la réforme. Oui, on est revenu sur les mois et les semaines qui ont précédé les annonces d'Édouard Philippe. On s'est intéressé à l'élaboration de la genèse de cette réforme. Et puis... En une minute, un petit papier. Le papier politique sur les bébés Chirac, fils de Chirac, frère de Barouin. Oui, c'est un très bon papier d'Éric Mandonès sur ce club des 5. C'est l'histoire d'une bande de potes qui se sont rencontrés dans les années 90, qui étaient des soutiens de Jacques Chirac, au moment où ce n'était pas gagné d'avance qu'il devienne président de la République, et qui ont grandi. Parmi eux, il y a François Barouin, naturellement, et qu'aujourd'hui, ils sont
tous plus ou moins arrivés en responsabilité, puisqu'il y a Christian Jacob maintenant qui préside les Républicains. Vous avez Renaud Muselier qui préside la région sud, ex-PACA. Et les régions de France. Et les régions de France. Et donc voilà, ils sont toujours restés amis. Et aujourd'hui, ils se demandent, ils ont perdu leur grand homme pour qu'ils étaient prêts. Leur blague, c'était si on te demandait de te faire couper en deux, et ils disaient bah oui, mais dans quel sens? Voilà, on terminera sur cette blague. Merci beaucoup. Merci. Merci Caroline Vigoureux, Thierry Dupont d'avoir été avec nous ce matin. Fin de cette émission. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Cédric Villani, député La République En Marche de l'Essonne, candidat à la mairie de Paris. On vous attend donc demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.